Bon, le marché commence tranquillement à sortir de sa sieste estivale, la capitalisation du marché crypto remonte, il y a plus de liquidité globale, tout le monde commence à se repositionner tranquillement. Et fait intéressant, sur le marché US, la liquidité est en train de tranquillement pivoter vers les actifs moins capitalisés, comme le montre le Russell 2000, un indice boursier de 2000 petites capitalisations, qui a surperformé le S&P 500 depuis juillet. En crypto, c'est un peu pareil, Bitcoin avance et les altcoins reprennent tout doucement du poids de la bête. Entre crypto bros, ça parle beaucoup de small cap, de pépites, etc. L'objectif final de tout ça, c'est de venir surperformer Bitcoin en sélectionnant les bons altcoins. Mais s'il y avait une autre alternative, un autre type d'investissement que simplement sélectionner les altcoins à petit market cap qui permettrait de surperformer Bitcoin de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus évidente. Ça serait quand même plutôt cool. C'est la réflexion que se sont faites beaucoup de grosses institutions. Elles ne sont pas spécialement allées dans la direction des altcoins, mais plutôt vers une autre voie, un autre type d'investissement qui a extrêmement bien performé puisqu'il a largement surperformé Bitcoin, que ça soit au dernier bull run ou depuis le bottom de 2022. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement secret des institutions. Désolé pour le mot secret que je déteste utiliser d'habitude. Là, je me le suis permis, mais c'est exceptionnel, vous inquiétez pas. En quoi cet investissement consiste, pourquoi il est si pertinent et comment vous pouvez en profiter pour la suite du cycle. C'est parti. Imaginons que j'ai envie de m'exposer au marché de l'or et surtout à ses fluctuations de prix. Le truc c'est que j'ai pas très envie de m'acheter directement un lingot ou des pièces. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit acheter un ETF Gold qui va suivre le prix de l'or, ou alors je peux acheter des ETF ou des actions d'entreprises qui minent de l'or. Par exemple, si depuis 2020 j'étais bullish sur l'or, j'aurais pu investir dans toutes les entreprises que vous voyez juste ici. Certaines ont surperformé l'or, d'autres un petit peu moins. Mais dans absolument tous les cas, les mouvements de ces actions sont relativement corrélés à l'actif que l'on vise quand on investit dedans, l'or. Ce type d'investissement, c'est ce qu'on appelle un proxy. Un proxy, c'est tout simplement le fait de s'exposer indirectement au mouvement de prix d'un actif à l'aide d'un autre actif. Si je veux par exemple, faut que je trouve un exemple bancal, si je veux m'exposer au marché du tourisme éco-responsable, parce que je pense que c'est prometteur, ça y est les Américains ils vont très vite comprendre que ça suffit d'aller dans des paquebots qui vont polluer de ouf et que c'est le futur. Je peux acheter ou investir dans des compagnies de tourisme, ok. Mais par exemple une autre façon, ça serait d'investir dans des boîtes qui font des vélos électriques, pour pouvoir m'exposer indirectement à ce marché. Parce que s'il monte, si le tourisme éco-responsable explose, alors l'autre va en profiter puisqu'il va y avoir beaucoup plus de vélos électriques qui vont être proposés par les agences de tourisme. Ça, c'est un exemple de proxy. Si je pense que l'or va monter, je place la majeure partie de mon allocation au marché de l'or sur un ou des ETF Gold et je garde une petite partie pour des proxys, histoire de venir booster ma rentabilité tout en restant dans le même segment de marché. Ok, cool, mais du coup, c'est quoi concrètement l'intérêt d'un proxy? Peu importe qui on est, retail ou institutionnel, la première raison de s'intéresser au proxy, c'est les performances. Je vous montre ici les performances du dernier cycle des actions des compagnies minières, c'est-à-dire les sociétés cotées en bourse qui font du minage de Bitcoin. On peut voir qu'il y a des perfs absolument exceptionnels. Marathon Digital, le leader, x 106, Riot x 39, Bit Digital x 37, x 29, x 21, x 15, CleanSpark x 16, et Bitcoin x 8. L'idée, c'est pas de vous lâcher des gros multiples comme ça pour rien en vous disant « Regardez comme ça a explosé, vous avez raté ça ». Évidemment que ces montants, c'est si on achetait au bottom et qu'on vendait au top, vous vous en doutez. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que les minières de Bitcoin, qui sont des proxys de Bitcoin, ont pour la majorité d'entre elles surperformé leur actif de base au dernier cycle. Et ça marche aussi depuis le début de l'année 2023. Une autre raison intéressante de s'exposer à Bitcoin via des proxys, c'est que les marchés traditionnels sont structurellement beaucoup plus intéressants pour les institutionnels. Les institutionnels aiment beaucoup se passer des petits coups de fil entre eux pour s'acheter et se vendre des actions, des options, etc. Oh, t'es chaud, on se fait un petit golf et tu m'achètes 1 milliard? Ok, allez, 14 heures. Et si on peut éviter, évidemment, de tout noter sur un livre que tout le monde peut lire, eh ben c'est tant mieux. Ils aiment bien aussi utiliser ce qu'on appelle des options, c'est-à-dire des produits dérivés qui leur permettent de prendre du levier et de mettre en place des stratégies de gestion de risque qui sont beaucoup plus avancées. Ils peuvent théoriquement faire la même chose avec le Bitcoin, mais le problème de ça, c'est que c'est pas hyper encourageant d'un point de vue légal. La comptabilité quand on a des Bitcoins, c'est un calvaire absolu. Ça devrait changer en 2025, mais pour l'instant, les entreprises doivent déclarer leurs bitcoins au prix où elles les ont achetés. Sauf que avec cette méthode, quand Bitcoin chutait, les entreprises devaient déclarer les pertes dans leur bilan, ok, logique. Par contre, et c'est là où il y avait la grosse douille, c'est que si Bitcoin montait au-dessus de leur prix d'achat, elles n'avaient pas le droit de déclarer les gains. Et c'était extrêmement restrictif pour certains qui ont préféré s'exposer au marché indirectement. Comment? Avec des proxys. On parle beaucoup de la custodie des cryptos pour les particuliers. Le fait de détenir soi-même ces bitcoins qui sont à nous sur notre cold wallet, personne ne peut nous les voler. Sauf que les gestionnaires de fonds, comme BlackRock par exemple, ils s'en foutent complètement. Ils sont pas du tout soumis aux mêmes motivations et ils préfèrent donner la gestion des bitcoins qui backent leur ETF Bitcoin à des services spécialisés comme Coinbase. Pour eux, acheter des actions de proxy, c'est avoir les mêmes processus légaux et administratifs
que d'habitude. C'est 1000 fois plus simple. Et forcément, quel est le dernier aspect qui peut aussi motiver à acheter des proxys de Bitcoin? Bah le fait que des Bitcoins, il n'y en a pas pour tout le monde. Aujourd'hui, les compagnies publiques et privées, les fonds et ETF, les bitcoins qui backent le WBTC, les smart contracts qui l'utilisent, le Lightning Network, les gouvernements, tout ce petit monde possède à eux cumuler à peu près 12% de la supply totale de bitcoin. Et encore, on compte pas les bitcoins qui sont perdus. Depuis le lancement des ETF en janvier, ils ont presque englouti 2 fois le nombre de nouveaux bitcoins créés. BlackRock et les collègues avalent absolument tout ce qui se passe. Même les mineurs eux-mêmes se mettent à contracter de la dette pour acheter des bitcoins. Marathon, la plus grande entreprise minière du monde, a émis plus de 250 millions de dollars de notes convertibles pour acheter du bitcoin sur le marché. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, celui qui mine du diamant ne vend même plus sa récolte parce que ça devient hyper rare. Tellement rare qu'il ne fait pas que le garder sous son matelas, il en rachète d'autres où il est encore possible d'en acheter. On va arriver à un stade où il y aura tellement peu de bitcoin disponibles que la meilleure façon de s'exposer à ce marché, ça sera via des proxys. Mais les proxys, ils commencent quand même aussi à se faire avaler par les institutions. Mais cette fois de manière un peu plus discrète. D'où le secret très putaclic de mon titre, oui. Il faut qu'on clarifie un petit point. J'entends souvent des gens dire que ça sert pas à grand chose de regarder les actifs sous gestion de BlackRock, tout ça. Eux, ils ont aucun intérêt à ce qu'ils prennent de la valeur, ils s'en foutent des proxys et du marché crypto. C'est juste leurs clients qui demandent à s'exposer. Les banques d'investissement qui conseillent leurs clients, ou les gestionnaires à la BlackRock, Vanguard, etc., ils sont incités à bien comprendre le marché. Les performances des proxys, ils les ont vues, faut pas s'inquiéter là-dessus. Sauf que les gestionnaires de fonds, ils font aussi du conseil. Et s'ils conseillent bien leurs clients, ça peut directement influencer les performances des portefeuilles sous gestion. Une bonne performance, c'est des clients qui sont contents, qui sont donc incités à rester avec BlackRock ou les autres et qui continuent de payer des frais de gestion. L'intérêt de l'équipe de gestion pour le potentiel du marché est donc aligné avec celui de leurs clients à long terme. Et je pense vraiment que c'est une motivation rationnelle qui justifie un réel intérêt des firmes directement et pas juste des clients. Donc globalement, ils ont intérêt à être sélectifs dans les actifs qu'ils proposent quand des clients leur montrent un intérêt pour le marché. Le 15 août, on a les rapports 13F qui ont été envoyés à la SEC. Avec mon équipe, on les a désossés pour voir comment sont positionnées les institutions sur les proxys et on a trouvé des trucs plutôt intéressants. Aujourd'hui, pour les institutionnels qui veulent s'exposer au marché, il y a deux portes principales, les ETF et les proxys. Ici, vous voyez l'évolution de l'exposition des institutionnels au marché des cryptos en fonction de ces deux portes d'entrée. D'ailleurs, petit aparté, mais tous les graphes sont faits maison. Et croyez-moi, ça prend du temps. On essaie de faire ça pour hausser le niveau et la qualité des vidéos, donc l'une des meilleures façons de nous remercier, c'est en vous abonnant et en mettant un petit j'aime les potes. Merci beaucoup. Le capital qui est investi sur les proxys, il est 40% plus important que sur les ETF au deuxième trimestre 2024. Contrairement à ce qu'on peut nous faire croire un petit peu partout, les institutions sont beaucoup plus positionnées sur les proxys que sur les ETF. Par contre, on voit très bien... Je la refais. Par contre, on voit très bien que l'augmentation entre le premier trimestre et le deuxième trimestre est carrément plus petite pour les ETF. 108% contre 2% contre les proxys. Et du coup là vous vous dites, ok, bah du coup le marché veut du Bitcoin, des ETF, pas des proxys. Ok, mais quand on regarde du coup le pourcentage des actions en circulation de proxy que possèdent les institutions, pour qu'on arrive à des 78% pour Robinhood, 70% pour Block Inc, 57% pour Reply Digital, 55% pour Marathon, etc. En moyenne, sur tous les proxys que vous voyez, les institutions possèdent, via les ETF et en direct, 37% de chacun d'entre eux. Donc concrètement, ça veut dire que les institutions ne se ruent absolument pas sur les altcoins, mais par contre, c'est la guerre absolue pour détenir des proxys, des actions d'entreprise qui permettent de s'exposer indirectement à Bitcoin. Pour nos analyses, on a pris un groupe de 22 proxys, 17 ETF et 20 institutions. Il y a de tout, il y a des grosses banques comme JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup ou la Banque Nationale de Suisse. Les 4 plus gros gestionnaires de fonds, BlackRock, Vanguard, State Street et Fidelity, et des hedge funds importants comme Citadel, Man Group et quelques autres. Et on va rajouter la Banque de Norvège et de Montréal plus tard parce qu'elles ont aussi des grosses expositions. Ce qu'on en a déduit, c'est que, à part Millennium, US Bancorp, BlackRock, Fidelity et Capula, toutes les institutions ont plus de valeur déclarée dans les proxys que dans des ETF, ce que vous voyez en noir. Pour la Banque Nationale de Suisse, c'est même pour son compte directement. Elle n'a pas de gestion pour ses clients, donc elle possède en action pure 100% de son exposition au marché dans des proxys de Bitcoin. Et il y a plein d'exemples de proxys, où même des fonds de pension sont déjà positionnés depuis l'année dernière et ont augmenté leur position, ou alors viennent de se positionner pendant le deuxième trimestre. Marathon Digital, les fonds de retraite, ont soit augmenté, soit pris une position au dernier trimestre. Pareil pour CleanSpark et idem pour Coinbase. Donc bon, quand j'entends Vanguard répéter qu'ils proposeront pas d'ETF Bitcoin, que c'est le démon, mais qu'ils ont plus de 11 milliards sur les proxys pour eux, ou pour leurs clients, ça me fait quand même un petit peu rire.
Toute la demande pour Bitcoin, peu importe la forme, elle va se répercuter sur le prix d'une bonne partie de ces entreprises, et ils le savent extrêmement bien. Et donc le fait de se positionner sur ces actions peut être extrêmement rentable pour la suite du cycle. Et même au-delà de ça, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que l'exposition à des proxys est aussi très confortable d'un point de vue de branding et d'image que veut renvoyer une société. Ça permet de s'exposer aux cryptos, donc d'avoir les potentielles récompenses qui vont avec, mais de pas arriver vers les actionnaires en disant nous on a investi dans Bitcoin, dans l'Ethereum, c'est risqué, etc. C'est très confortable. Par contre, ok, investir dans des proxys c'est bien, mais il faut bien choisir son proxy. On les a tout analysés, tous les proxys de Bitcoin. Et je vais vous donner celui qui, selon moi, est le choix parfait pour plusieurs raisons. MicroStrategy, c'est une entreprise de logiciels spécialisée dans l'intelligence d'affaires et l'analyse de données qui est gérée par Michael Saylor, qui est très connu pour son exposition de trésorerie extrêmement massif en Bitcoin. Bon, du coup, pourquoi MicroStrategy? Déjà parce que de tous les proxys, c'est celui qui a la meilleure liquidité. C'est un facteur essentiel pour un institutionnel. Il a des volumes similaires à Coinbase, alors que son market cap est 44% plus faible. Ces volumes représentent un plus gros pourcentage de son market cap. Ensuite, on aurait pu se dire, ok, on va dans des proxys d'entreprises minières, sauf que surveiller l'évolution du marché des minières, c'est très compliqué, donc on évite de s'exposer à ça, à moins d'être expert. On l'a vu, quand on veut s'exposer aux proxys de Bitcoin, ce qu'on recherche avant tout, c'est s'exposer aux fluctuations de Bitcoin, sans en posséder directement. Et si possible, évidemment, en prévoyant des meilleurs rendements. Et MicroStrategy, c'est la première entreprise publique à avoir annoncé, à avoir vraiment mis en place un plan d'achat de Bitcoin, même avec les problèmes de comptabilité, et même quand c'était pas la mode. L'idée, c'était de réduire l'exposition de leur trésorerie à des actifs ou des devises qui pourraient finir d'évaluer dans le temps. Et c'est aujourd'hui la plus grosse entreprise publique détentrice de Bitcoin avec un prix d'achat moyen de 36 800 $, et de très loin. Depuis 2020, ils ont accumulé 226 500 Bitcoin. Ok, maintenant, ce qui compte vraiment, c'est les datas. Les deux datas les plus importantes, c'est le ratio de Bitcoin par action en circulation de l'entreprise et le pourcentage du NAV que ces Bitcoins représentent. Le NAV, c'est très simple, c'est la valeur nette des actifs d'une entreprise une fois qu'on a enlevé toutes ses dettes, tous ses passifs. C'est en gros la valeur réelle de l'entreprise. Plus le ratio est haut, plus les bitcoins représentent une partie importante de la valeur réelle de l'entreprise. En 2025, il y a un nouveau système de comptabilité pour les entreprises US qui va rentrer en vigueur. Les hausses de bitcoin vont cette fois compter dans les bilans. Et ce que ça veut dire, c'est que pour MicroStrategy, qui a un prix moyen d'achat de 36 800 $ sur ses bitcoins, si Bitcoin atteint 90 000 $ en 2025, ça pourrait propulser le bénéfice par action de MicroStrategy d'environ 0 à 112 $. Autrement dit, ça serait la plus grosse augmentation trimestrielle des bénéfices par action de l'histoire du marché américain. Tout est réuni pour que ça soit absolument colossal. Et quelque part, ça rejoint ce que je disais avant. Aujourd'hui, juste les ETF US ont aspiré presque 2 fois la production de Bitcoin depuis le début de l'année. Mais ça donnera quoi quand le système de comptabilité sera lancé et que les entreprises qui étaient un petit peu frileuses avant vont changer d'avis, comme Marathon, pour venir s'endetter et pour acheter du Bitcoin? Que le marché indien, le marché chinois, etc. rentreraient officiellement dans le game eux aussi. Quand quelqu'un avec de gros capitaux voudra se positionner sur Bitcoin mais qu'il ne trouvera pas de vendeur, vous pensez qu'il ira où? Ma théorie, c'est qu'il ira sur les boîtes avec le plus haut ratio de Bitcoin par action en circulation et où ces Bitcoins représentent le plus haut pourcentage de la valeur réelle de l'entreprise, pour que chaque action lui donne l'exposition la plus large et la plus pure possible à Bitcoin. Donc ces deux métriques sont extrêmement importantes. Et comme je suis sympa et pour me faire pardonner d'avoir utilisé secret dans le titre, avec l'équipe, on vous a créé un modèle de notation qui regroupe tout ça et qu'on a appelé le PPPS, le Proxy Performance Potential Score, parce que c'est toujours beaucoup plus stylé quand ça fait américain. Pour chaque métrique, chaque proxy est noté entre 1 et 99. Une note de 99, ça veut dire que le proxy a fait mieux que 99% des autres proxys de l'échantillon. 83, ça veut dire qu'il a fait mieux que 83% de l'échantillon. Je vous ai mis en description comment on l'a construit si ça vous intéresse. D'ailleurs, en interne, on a un système de notation de crypto qu'on utilise pour nos analyses et nos investissements. Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser? Vous rentrez la crypto-monnaie et ça vous donne une notation sur 100 en fonction de toutes les métriques possibles et imaginables. Tokenomics, fonda, tech, sécurité, macro, etc. Redites-moi. Si on regarde d'après le PPPS, MicroStrategy a une moyenne, toutes métriques confondues, qui est au-dessus de 99% des autres proxys d'échantillons sur les mêmes data. Donc si je devais choisir un seul proxy sur lequel mettre des billes pour accompagner Bitcoin dans sa future montée, c'est MicroStrategy. D'ailleurs, si on regarde sur TradingView, il a surperformé absolument tous les autres proxys depuis le bottom, et je pense qu'il a encore beaucoup de belles performances devant lui. Vous savez tout sur les proxys, l'investissement que les institutions gardent un petit peu sous le tapis pour l'instant. Évidemment, il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet. Des autres vidéos arriveront pour vous en parler un petit peu plus en détail. C'était Eril, ciao les potes, merci beaucoup.